Fragments, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels. Des histoires inspirantes et pleines de courage. Des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination. Des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Zora, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Paris. Zora, tu es pour moi une femme exceptionnelle. Une impératrice du vivant, une survivante, une guerrière, une engagée, maman, épouse, amie, mais surtout d'une authenticité et d'une générosité si rares qu'il faudrait faire de tes prises de parole des tutoriels à distribuer dans toutes les écoles de France et de Navarre. Zora, je dédie ce podcast à toutes les grand-mères qui, elles, savent. 6e d'une fratrie de 13, le 5 janvier 1964, à la Pitié-Salpêtrière. Que sais-tu des conditions de ta naissance et le monde dans lequel tu faisais ton entrée ? En fait, je sais rien. Je sais rien, je fais partie de ceux qui doivent s'imaginer leur vie antérieure. Et alors, l'enfance, la naissance, encore pire. J'ai su super tard que ma mère avait accouché de moi en France et j'ai probablement été dans son ventre quand elle a voyagé de l'Algérie à la France. Donc j'ai su super tard, c'est-à-dire vers 35-37 ans, que j'étais la première à être née en France et que j'étais la première à être née dans les conditions où mes parents étaient enfin réunis, puisque mon père travaillait entre la France et l'Algérie, et quand il repartait en Algérie, il restait pas longtemps, il revenait, il travaillait. Et donc moi, j'ai un peu symbolisé, on va dire, le retour à une vie de couple de mes parents. Donc je ne sais rien. Je sais pas, je sais que je suis née à la Pitié dans le 13e arrondissement. Ça c'est marqué, c'est officiel. Tes parents sont arrivés d'Algérie fin d'année 1963. C'est ça. Quelles étaient les conditions de vie à ce moment-là et pourquoi le choix de la France ? Mes parents, c'était des paysans, des agriculteurs, des gens illettrés, des gens, pas des gens de la ville, même s'ils ont vécu dans une grande ville. Je pense qu'ils ont fait le choix de la France pour des raisons économiques. Et on est arrivé dans des bidonvilles. Et alors, des bidonvilles dont j'en ai vu pas mal de reportages, mais je me suis imaginé, parce que je m'en souviens plus très bien. Mais je sais que c'était des bidonvilles, c'était à Villejuif. Et voilà, moi, je suis née là-bas. En tout cas, je suis née à la Pitié et j'ai grandi là-bas. Pas très longtemps, parce qu'on n'est pas parti pas très vite, mais on est quand même parti en cité de transit, puis c'était à l'époque des HLM. Et voilà, donc avec toutes les tribus, parce qu'à l'époque, les Douars se retrouvaient de l'Algérie en France au même endroit. C'était quasiment toutes les mêmes familles ensemble. Donc j'ai vécu dans les bidonvilles dès que je suis née, en fait. La famille, quand on est 15 à table, comment trouver sa place ? Non, la famille, pour moi, ça a été à la fois plein de bonheur, mais à la fois plein de douleur. Parce que j'ai été une enfant choyée, chouchoutée, précieuse. J'ignorais pourquoi d'ailleurs. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi j'avais un statut à part. En fait, j'ai dû retracer ma vie toute seule. J'ai dû essayer de comprendre pourquoi j'étais un personnage particulier, pourquoi j'avais un statut particulier. Donc moi, j'ai jamais aimé l'asmala, le contrôle social, le bruit. J'ai jamais aimé ça. Ça m'a toujours pesé. Je vivais comme une enfant unique au milieu de plein d'enfants. Donc, j'étais pas une gamine tout-terrain. J'étais plutôt une gamine qui pleurait pour un oui ou pour un non, qui aimait pas la baston, qui aimait pas les jeux violents. Et or, quand on est nombreux comme ça, c'était la colo. Alors, j'ai eu plein de moments de bonheur parce que j'ai eu des parents extraordinaires qui nous donnaient tellement d'amour que finalement, la pauvreté et le reste, on l'a pas vu. Mais finalement, j'étais pas, j'aimais pas. J'avais besoin de m'isoler. J'avais besoin de me raconter un monde, en fait. Je me suis extraite de ce monde déjà toute petite. Donc, c'était assez particulier comme statut. Qu'est-ce qui, d'après toi, explique que, justement, tes parents ont fait de toi cet enfant privilégié ? En fait, au fil du temps, parce que j'ai eu besoin de comprendre,
Ils ont décidé que, en fait, comme j'étais la première à être née en France, je serais la première à qui ils confieraient les clés du pont entre eux, leur vie de douar, leur vie d'Algériens pas intégrés, leur vie d'Algériens qui maîtrisaient pas le français. En fait, ils ont considéré que la première, ce serait moi. En fait, ils ont fait de moi une Française à l'insu de mon plein gré. Et en fait, je suis devenue leur Française à eux, celle qui a tissé les ponts, etc. Donc, pour mon père, j'étais toujours la plus belle, la plus intelligente, la plus dégourdie. Et puis, moi, j'en ai joué. J'étais une peste quand j'étais enfant. Je dis toujours, j'étais la Nelly Olson de la famille. Mais voilà, donc, je pense mais je l'ai compris tard. Ça, je l'ai appris, je devais avoir 35, 37 ans en questionnant ma mère. Alors en plus, questionner sur des trucs comme ça, une maman qui parle même pas français, à chercher des mots d'arabe en lui expliquant pourquoi, etc. Donc j'ai réussi à remonter le fil. Et en fait, ils m'ont confié la liberté, ils m'ont confié l'intégration, ils m'ont confié l'assimilation, ils m'ont confié leur vie dans cette France. Et ben, j'ai joué le rôle. Et puis en plus, c'était vachement bien. Quand j'étais la meilleure, j'étais la plus belle. C'était celle qui pouvait demander un chocolat chaud quand elle rentrait de l'école. Celle qui a jamais fait le ménage, qui a jamais fait à manger. Bon, bref, c'était génial, quoi. Devenir française à 18 ans par le droit du sol et par choix. C'est comment être française, Zora ? Ah, c'est une vie pour moi. C'est une passion, la France. Pour moi, c'est une passion. Moi, je rêve de m'acheter, une maison de maître. J'adore la culture française, son art de vivre, les déjeuners à la campagne avec le gigot. Je suis une vraie Française. Je connais tout le répertoire. Je chante la Madelon. Enfin bon, voilà, c'est ma vie. Ce pays, je l'ai pas. Il m'habite. Je suis allée le conquérir. Il m'habite. Il fait partie de mon patrimoine maintenant à moi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je préserve et qui fait partie de mon identité à travers une identité que j'ai dû composer. Et maintenant, je suis en paix, quoi. Je suis vraiment une Française de corps et d'âme et je me pose plus de questions, quoi. Tu dis dans un de tes livres, on était très pauvres, mais on a reçu tellement d'amour que cette pauvreté était secondaire. L'amour, Zora, une recette miracle pour effacer les symptômes de la pauvreté ? Ah ouais, vraiment. Vraiment, l'amour, c'est un porte-bagages. Mais je pourrais donner 50 qualificatifs de l'amour. L'amour, c'est l'essence de la vie. C'est celui qui vous sort de n'importe quelle situation. C'est celui qui vous en rend heureux. C'est celui qui met des papillons dans le ventre, des étoiles dans la tête. C'est celui qui vous transporte. Aimer, c'est l'essence, c'est l'énergie. Moi, je dis toujours, mais tant qu'on aime, tant qu'on s'aime, on va tout traverser ensemble, on va faire. En fait, l'univers a pas du tout le même paysage, il n'a pas le même décor, même le ciel bleu, il est encore plus bleu. En fait, l'amour, c'est la vie. C'est la vie, c'est un truc merveilleux. Et moi, mes parents, ils m'ont aimé, ils me l'ont dit. Avec mes frères et sœurs, on s'aimait, on s'aime toujours d'ailleurs. On a des chemins complètement différents, mais moi, j'ai vécu l'amour et le tabou de l'amour. C'est encore pire. C'est-à-dire que j'ai vécu le silence de l'amour qui planait partout, l'amour qui était là, mais l'amour qui a jamais eu de mots, qui a jamais eu de gestes. Et moi, j'ai voulu en faire mon moteur. J'ai voulu la pauvreté, les difficultés de la vie. Je me suis toujours dit, allez, un patch d'amour et ça va aller mieux, quoi. Et en fait, voilà, et je suis infusée à ça et je me dis, tant qu'il y a ça. Et en fait, je me dis toujours, mourir, c'est pas grave, c'est de plus aimer qui est grave. C'est pas mourir, c'est de plus pouvoir aimer et de plus pouvoir être aimé au milieu de ce qu'on aime. Et c'est ça qui est le plus redoutable pour moi. L'amour pour moi, c'est au-dessus de la vie. Ça, c'est le Graal de l'existence. Tu as écrit un récit, Perles de culture, qui raconte l'histoire de Saada, ta maman. Qu'est-ce qu'il y avait de si important à dire sur cette femme ? Que j'ai découvert que c'était pas qu'une mère. Voilà, j'ai mis longtemps, à 37 ans, je me suis dit, mais mince, cette femme qui se plaint tout le temps, cette femme pour qui c'est dur, on vivait dans une maison précaire jusque dans les années 91 quand même, alors que tout le monde était en HLM, ma mère rêvait d'une HLM, pardon, et elle en rêvait, et en fait, je me suis dit, mais cette femme, avant d'être une maman, c'est aussi une femme. Et c'était une femme courage, une femme extraordinaire, et pareil, qui avait une façon d'appréhender
la dureté de la vie, toujours avec une philosophie d'une extrême intelligence. Elle balayait les moqueries, elle balayait les choses dures. Alors évidemment, son mot, le favori, mais c'était sa culture, elle l'a aigrant, mais c'est pas grave. Elle aurait pu dire barbe bleue aigrant, moi ça m'aurait fait le même effet. En tout cas, pour elle, c'était, il fallait toujours avoir de la résilience. Tout passe, elle me dit en arabe, kul shi fout, c'est rien, tout passe, c'est rien. Tout ça, c'est des épreuves, mais c'est rien. Tu sais, les épreuves, ça permet d'avoir des obstacles, d'avoir après des chemins de paix, et ensuite de recommencer. C'est la vie. Donc, elle avait un courage extraordinaire, et je me suis dit, mais cette femme, faut que je lui parle, faut que je la rencontre, faut que je sache qui elle est, puisqu'elle est quand même ma mère. Et en fait, il y avait un truc psychologique assez extraordinaire et assez compliqué. C'est-à-dire qu'on regarde cette femme, moi, je suis en train de devenir française, je suis en train de devenir une femme française et face à moi, j'ai une femme qui est arabe complètement. Et c'est qui cette étrangère, en fait? C'est elle qui m'a porté. C'est violent et à la fois, c'est touchant. Et en même temps, je me suis dit, il faut que je la rencontre. Et comme elle parlait pas français, je lui disais, maman, faut que tu me racontes ta vie. Et elle me regardait. Et je lui disais, mais tu sais, maman, je suis en train de raconter notre vie dans un livre. Elle appelait ça le carnet. Elle me dit, tu dis pas tout, hein. Tu dis pas tout. Je dis, si, mais maman, t'inquiète pas, je dirai pas tout. Et je savais pas ce qu'elle voulait dire par tout. Tout, parce que maman, tu vis dans le charbon, le mazout, que t'as une superposition de jupons qui sentent pas bon, alors que tout le monde a des baignoires et du chauffage et pas toi. Mais non, mais ça, c'est pas important. Et c'est comme ça que j'ai découvert que cette femme, finalement, elle avait une vie, qu'elle s'était mariée à 14 ans, que finalement, elle aimait beaucoup mon père, et que moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est un mariage arrangé, c'est quelque chose, ils peuvent pas s'aimer, ces deux gens, deux cousins, et en fait, elle aimait mon père par-dessus tout, elle protégeait ses enfants comme une mère poule, pour elle, le nombre comptait pas. Et quand j'ai rencontré cette femme, j'ai commencé à me dire que j'avais enfin, moi, le début de ma vie, parce que j'en avais pas avant. J'avais le début de ma vie, j'ai pas de photos, je sais pas quelle tête j'avais, je crois que j'en ai une de l'école. Et donc, il y a une espèce de vide. On s'imagine sa vie d'avant, il y a personne qui vous la raconte parce qu'on se parle pas, il y a personne qui vous dit. Ma mère, elle disait toujours, un tel était plus dur, l'autre était moins dur, Zora, elle était sage, oui, d'accord, mais voilà. Et je suis allée à la rencontre de cette femme. Et ça m'a permis de nouer avec quelqu'un qui commençait à me devenir étranger. C'est-à-dire, je partais loin. Je devenais la femme française d'une femme algérienne. Et ça, c'est très, très compliqué. Et puis finalement, c'est resté quand même, ce côté. Mais finalement, pour moi, ça a été plus facile après. Arrive l'adolescence, avec la déchirure bouleversante entre deux univers. Lequel l'a emporté? Tu parles même d'identité prisonnière de barbelé. Ouais, parce que quand on devient une adolescente et en plus quand on a conscience de ce qui nous est offert, c'est-à-dire la liberté d'être une femme, la liberté d'être une fille. Et quand on vit dans un environnement où finalement la fille, elle a un rôle prédestiné, où elle a un statut qui est bien réglementé. Moi, j'avais pas du tout envie de rester dans ces codes. Je me suis sentie libre super vite. Même si intérieurement et psychologiquement, il fallait que je transgresse et que j'étais consciente de cette transgression de tradition et aussi religieuse. J'ai transgressé à fond, j'en avais rien à foutre. C'était pour moi, je suis une fille, je couche avec qui je veux, je fais ce que je veux, c'était la liberté totale. J'avais dit une fois à mon frère, mais de toute façon, si Dieu avait fait un cœur pour les filles et un cœur pour les garçons, on pourrait peut-être revoir l'idée de l'égalité, sauf qu'on a le même cœur. Donc voilà, tu me demandes pas ce que je fais ni où je vais. Donc j'ai eu mon premier flirt à 16 ans. C'était marrant, dans une boum, c'était rigolo. Et puis après, j'avais pas de limite. Voilà, c'était pour moi une épreuve de liberté. Pour moi, c'était acter ma liberté par la liberté sexuelle en premier. Voilà, c'était ça mon premier acte fort. Je me sentais déjà libre intellectuellement et il fallait que je transgresse, en tout cas que je coupe les ponts avec cette injonction de on couche pas avec un garçon avant de se marier. Pour moi, c'était X-Files, quoi. C'était n'importe quoi. Et donc voilà, je me suis autorisée toute seule cette vie-là. Tu as 20 ans. Tu rencontres Yves et sa camionnette bleue.
Parle-moi de cette camionnette bleue. En fait, j'avais un copain de ma sœur qui s'appelle Mouton, qui est kabyle, et que j'avais connu, j'avais 16 ans, et il me parlait tout le temps de Bibi, son copain gitan, enfin bon, bref. Et pendant des années, il me parlait de lui, et un jour, il me dit, viens, on va dîner avec mon copain Bibi. Je dis, bah ok, on va dîner avec le copain Bibi. Et on est parti à Mouffetard, je me souviens. À l'époque, je fumais un peu de pétard. J'ai très vite découvert que j'en avais pas besoin finalement, puisque finalement, je suis un peu déjantée de nature. Et en fait, on est parti manger à Mouffetard. Je me souviens, j'avais une robe jaune qui était très jolie. Je devais peser 40 kilos. Enfin, j'étais la petite nana, une petite brindille pleine de vie, qui s'autorisait tout, quoi, à rentrer n'importe quelle heure. Enfin, on se débrouillait avec les parents, avec les sœurs, bref. On arrivait à trouver des combines. Et on est parti manger avec Bibi et Mouton. Et en fait, j'ai dragué Yves. Et il y a le serveur qui est venu, qui m'a offert un bouquet de fleurs. Alors là, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah bon, je suis avec deux mecs. Il y a le serveur qui m'amène un bouquet de fleurs. J'ai dit, bon, c'était ma soirée. Et quand on est rentré, on était en voiture, moi j'étais derrière. Et en fait, j'ai embrassé Yves. Bon, et je suis rentrée. Et en fait, on n'a plus jamais pu se quitter. Et on est tombés amoureux fous l'un de l'autre. On a dîné ensemble le 20 février 84 et c'était le jour de ce premier baiser. Et on s'est vite revus. En fait, il m'a emmené chez lui très rapidement. Et en fait, je suis tombée amoureux de ce gars parce que, en fait, il a fait un truc extraordinaire que j'avais jamais connu avant. Parce qu'avant, je me disais, il va mieux sortir avec des Maghrébins, comme ça j'aurais moins de problèmes. J'avais bordé un peu mon truc. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais sortir avec des Maghrébins. Comme ça, si je ramène un, au moins, je serai peinard. Mais bon, sauf que, évidemment, il y avait un problème de codes sociaux. Il y avait un problème de liberté. On n'était pas au même niveau, quoi. J'étais une nana avec qui on couche, pas avec une nana avec qui on se marie. Mais bon, ça, c'était comme ça. Et donc, il m'a amené chez lui. Et il y a un truc extraordinaire qu'il a fait et que j'oublierai jamais. En fait, j'ai pris un bain et il m'a lavé. En fait, il est venu, il m'a lavé les cheveux, etc. Il m'a séché. Et là, j'ai dit, waouh, un mec qui fait ça à sa nana, c'est extraordinaire, mais t'es pas habitué à ça. J'avais dans ma tête l'idée que voilà, la femme, elle a une place particulière. Et en fait, tout ce qui était poétique, joli, bienveillant, affectueux, tendre et amoureux, c'était un truc dans les films, dans la musique, dans la poésie, dans la littérature, mais pas dans la vie, quoi. Et là, ce mec qui est un peu gitan sur les bords, issu de classe ouvrière, avec des parents super sympas, des gens très modestes. Le mec est super gentil, quoi. Je me dis, ah, ouah, punaise, c'est trop bien, quoi. Ça, c'est vraiment le coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre. Et il avait une camionnette bleue électrique, un Bedford. Et il venait me chercher à la maison et il cachait sa camionnette dans la rue d'à côté. Et j'envoyais mes frères pour dire, va voir s'il y a Yves. Et mes frères y allaient, parce que la chance que j'avais, c'était que j'avais pas des frères qui nous terrorisaient, nous les filles. On était un peu on faisait les cons ensemble, quoi. Et très vite, ils ont connu Yves, qui venait me chercher. Et donc, j'allais souvent chez ses parents et sa camionnette bleue, parce que Yves était brocanteur. En fait, il a connu les puces, il avait 14 ans, il faisait les débarras, donc c'était vraiment un gitan, manouche, mélangé à juif, séfarade. Enfin bon, il avait, je sais pas combien de codes sociaux dans sa vie, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était assez particulier. C'était un espèce de bohémien nomade. Et je suis tombée amoureuse de lui. Moi qui n'étais pas du tout là-dedans, j'avais plutôt des copains, plutôt dans l'échange, militants, etc. Là, je tombe sur un mec... Il était plein de poils, il était en jean, en pantalon en velours, il avait les cheveux longs frisés avec sa veste en cuir. Je me demandais ce que je foutais là. Macho, bon bref. Et voilà, je suis tombée amoureuse d'Yves comme ça en février 84 et on s'est mariés en juillet. Plusieurs décades de mariage avec Yves, qu'est-ce qui fait que l'amour continue ? Alors là, je crois que on a une histoire tous les deux. En fait, on a une espèce de complicité, de détermination à contre vents et marées être ensemble. C'est comme si on avait fait un pacte d'amour qui fait que c'est ce qui nous tient tous les deux. C'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre et l'amour qui fait que, quoi qu'il arrive, tant qu'on est ensemble, il peut rien nous arriver. Et puis, on a su accepter les mutations de l'amour. C'est-à-dire accepter que l'amour se transforme, qu'il prenne des nouveaux visages, une nouvelle forme.
et que ça et qu'on l'accepte comme il est, et que ça en est quand même, et que l'amour c'est pas la passion, le sexe, l'admiration, le corps, c'est au-delà. L'amour, c'est ce que tu construis, c'est ce qui te permet d'être heureux, c'est ce qui te permet d'être en sécurité, c'est ce qui te permet de bâtir. Et une fois que tu as fait tout ça, tu es dans une citadelle imprenable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes les flèches possibles. Toi, tu as construit ton château, tu es dans un château fort, tu es dans un empire. Et là, tu es heureux. Et c'est aussi toutes les guerres qu'on a traversées. C'est aussi ça, c'est toutes les guerres qu'on a traversées ensemble. Et d'ailleurs, il y en a encore à traverser, mais c'est tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir bâti un empire avec lui. L'engagement associatif, l'engagement politique, à qui faire confiance ? Je pense que la première chose, c'est faire confiance à soi-même et essayer d'être là où on est bien, là où on ne se trahit pas, là où on ne ment pas. Donc moi, j'ai connu et je connais l'engagement politique et associatif. L'engagement associatif, c'est la liberté. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de transformer des vies, c'est moi qui décide de donner, c'est moi qui décide de changer le destin de plein de jeunes et de plein de mômes en particulier. Donc c'est l'endroit où je me sens le mieux parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de quête de pouvoir, il n'y a pas de volonté de briller, il n'y a pas de volonté de prendre, il y a surtout de la volonté de transformer et donner. Et ça me fait, ça me rend heureuse. Mon premier combat, c'est ça en fait. Mon premier combat, j'arrive à 16 ans dans une cité et je réalise et je me dis, mais si je change la vie de ces garçons, si je les intègre, les filles, finalement, on va récupérer nous. C'est-à-dire que les mecs, ils seront assimilés, ils vont... Et ça a commencé comme ça, mon combat. C'est que je me suis dit, il faut être engagé pour pouvoir changer le monde. Bon, j'ai fait un détour en politique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Il y a trop d'ego. Et puis c'est des univers où il faut avoir des talents de stratège froid que je n'ai pas. Donc, j'ai pas essayé de changer la politique. Je me suis juste dit que c'était pas mon monde à moi. Le 27 février 2021, tu écris: Bonjour, ma troupe de saltimbanques. Je sais combien vous m'aimez. Sachez que cet espace qui nous rassemble me fait déjà du bien. Restez près de moi. Promis. Je pars en guerre, déterminée. Je vous aime, Zora. Quelle guerre, Zora ? 2 cancers. 2 cancers en 10 minutes. Je pars aux urgences, je fais un scanner et on m'annonce un cancer du pancréas, un cancer du sein, simultané. Et c'est pas la fin du monde psychologiquement pour moi, c'est ça qui est incroyable. C'est le début d'encore une guerre. Une fois que je me suis un peu... Je sais même pas si j'étais effondrée. Yves était effondré, les enfants étaient effondrés. Moi, j'étais atterrée en me disant, c'est impossible que ça m'arrive. J'ai mis du temps à réaliser, et j'ai surtout réalisé que c'était la guerre, et j'ai surtout jamais cessé d'être dans la vie. Donc, encore une fois, l'amour pour moi, c'était ça. Il fallait que l'amour reste auprès de moi, et que c'était lui qui allait me tracter. Il fallait continuer à rester auprès des gens que j'aime, qui m'aiment. Et ils étaient là. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est une énième guerre. C'est comme ça. La liberté demande beaucoup de courage. As-tu toujours ce courage ? Ouais, plus qu'avant même. Plus qu'avant parce que j'ai décidé de passer un cran au-dessus de cette liberté en actant vraiment au plus profond de moi mon identité, ce que je veux être et l'assumer totalement. Je suis plus dans le questionnement de les origines, on pourrait se renier, etc. Non. Chaque chose est dans son tiroir et chaque chose vit bien. Et ça, c'est important. Donc, c'est vraiment une liberté totalement assumée. Menacé de mort par des islamistes, des antisémites, menacé de mort par le cancer. Laquelle de ces morts pourrait faire le plus peur ? Celle du cancer. Celle du cancer, parce que c'est celle qu'on ne maîtrise pas. Les islamistes, après tout, ce sont que des gens qui, eux, n'ont pas eu le privilège et l'immense bonheur d'accéder à la fois à la liberté et à l'amour. Donc, ils déversent leur frustration comme ça, mais ils ne sont pas dangereux. Ils sont dangereux pour eux-mêmes.
Quels sont les combats à mener aujourd'hui? Conscientiser les gens et les rendre libres. C'est important. Parce que quand on n'a pas ça, n'importe quel escroc peut rentrer dans les cerveaux des gens et leur faire n'importe quoi. Et je pense qu'il faut rendre libres les gens. Et je pense que la plus grande souffrance de l'humanité, c'est le fait de ne pas vivre libre pleinement. Et en tout cas de faire ses propres choix en dehors de ceux dont on hérite ou de ceux qu'on vous colle, j'allais dire à l'insu de notre plein gré. La première des libertés, c'est de se sentir bien. La première des libertés, c'est d'avoir conscience qu'on peut choisir entre le bien et le mal. Et quand on ne l'a pas, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on peut considérer que le mal, ça fait partie de soi, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Or, non. La religion, l'homme, Dieu, lequel est le plus fort? Normalement, c'est l'homme. Pour moi, c'est l'homme. Dieu, c'est une béquille. Dieu, c'est un accompagnateur de qui veut et qui y trouve de l'intérêt. Mais la vérité, c'est que la liberté, elle ne dépend pas de Dieu. Au contraire, Dieu, il ne colle pas de liberté. Dieu, il donne des codes, il donne des modes d'emploi. Et si ces modes d'emploi correspondent pas à tes désirs, finalement, c'est une prison qu'il te propose. Donc la première liberté, c'est l'homme. Et le reste, ce sont juste des béquilles qu'on peut prendre quand on en a besoin, éventuellement comme un psy. Mais non, pas les religions, non. Zora, comment as-tu appris à tes enfants à aimer? En les aimant, déjà. Et puis surtout en leur disant, en mettant des mots. Et puis en étant près d'eux. Et puis surtout en leur expliquant que... Moi, je me souviens, j'avais dit à Omar, même à Max, qui était plus petit, mais j'avais dit à Omar, tu choisiras, ou en tout cas, quand tu tomberas amoureux, il vaut mieux que tu préfères une femme libre. Parce qu'au moins, quand elle t'aimera librement. Et donc, j'ai toujours appris à mes enfants à aimer, à être libre, à faire en sorte qu'à côté de l'amour, il n'y ait rien de malsain. Que l'amour, c'est que du bonus. Ça peut être que beau. Il n'y a pas de choses qui peuvent polluer ou en tout cas entacher l'amour. Donc je les ai aimés, je m'en suis beaucoup occupée. J'étais très présente. J'ai essayé de faire en sorte de leur donner une éducation de bien-être et de priorisation d'être heureux. Voilà, pour moi, être heureux, c'est vachement important. C'est le truc tous les jours. Ça fait partie du quotidien. Comment je fais aujourd'hui pour être heureux ? Et comment je fais quand à un moment donné je ne le suis pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que être heureux, c'est un état. C'est un état dont on ressent les bienfaits. C'est-à-dire, il se passe une alchimie, d'encore quelque chose de chimique qui fait qu'on est bien. Et être heureux, c'est un combat. Et donc, on ne peut pas dire « je ne suis pas heureux parce que, tu comprends, il ne fait pas beau, je ne suis pas heureux parce que ma télé, elle est cassée. » Non, pour moi, le mot « heureux », le mot « amour », tout ça, c'est des mots qui sont à un niveau tellement élevé qu'on ne peut pas les polluer avec des choses du quotidien qui en valent pas le coup. Donc, moi, j'ai toujours balayé. Dis-moi, tu n'es pas heureux, pourquoi? Parce que tu as eu 2 sur 20 Non, ça, c'est juste un problème qu'on va régler, mais ce n'est pas « je ne suis pas heureux ». Donc, pour moi, c'est peut-être que comme je me suis sentie une femme vulnérable, à la fois, je suis quelqu'un d'hypersensible, de quelqu'un d'hyper émotif, je supporte pas la violence, etc. Je me suis mis des airbags. Et en fait, ces airbags, c'est l'amour, être heureux, le bonheur, bien vivre, rigoler, etc. Et en fait, une fois que je sors toute cette artillerie, tout le reste me paraît un peu plus dérisoire, un peu plus surmontable. Et je pense que c'est important. Chacun bâtit un petit peu son univers. Et mes enfants, je leur ai toujours appris ça. Je leur dis toujours, là, on est les seuls à pouvoir arrêter nos propres souffrances. En tout cas, une grande partie, pas celles qui nous arrivent, dont on n'est pas responsable. Et donc, à chaque fois, je leur disais, il faut être acteur de votre propre vie. Il faut toujours œuvrer. Et en fait, je m'aperçois qu'ils grandissent là. Voilà, je suis assez fière de moi parce que je vois qu'ils reprennent un peu, surtout Maxime qui est un peu plus sanguin. Il commence un peu à être un peu plus philosophe. Zora, quel serait ton message pour celles et ceux qui sont dans le silence de par le monde? Il faut parler, il faut aimer, il faut se questionner sur ce que l'on veut au plus profond de soi-même et se dire comment on fait pour atteindre ce désir en acceptant les risques que ça comprend pour y arriver.
Voilà, il faut payer le prix de sa liberté, le prix de ses désirs, le prix d'épouser qui on veut, le prix de partir dans n'importe quel pays, le prix de faire le métier qu'on veut, le prix de vivre seul, le prix de ne pas vouloir avoir d'enfants, le prix de se libérer de gens qui vous oppressent, etc. Tout ça a un prix. Et chaque fois que vous le pouvez, posez-vous la question entre vos désirs et ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a moyen, justement, de franchir les obstacles qui vous empêche de vivre. On n'y arrive pas à 100%, mais n'empêche que c'est mieux d'aller vers plutôt que de ne rien faire. Et c'est ça, la clé, c'est de se sentir à chaque fois au plus proche de son désir et au plus proche de sa liberté. Et je pense que les gens sont truffés de codes, de patchworkés, de traditions, de plein de choses. Et il faut quitter tout ça. Mettez-vous à nu, quoi. Mettez-vous à nu pour vous, tout seul déjà. Dites-vous. Et moi, je trouve assez admiratif de voir des gens qui disent « Ouais, non, mais moi, ça fait 30 ans que j'étais mariée, j'en ai eu marre, je suis partie. » Oui, c'est du courage. Il faut pouvoir briser tout ça. Il faut pouvoir, en tant que femme aussi, il n'y a pas de mode d'emploi pour les femmes, si ce n'est que ce sont les hommes qui les ont faits. Ils ont fait des codes et des modes d'emploi pour la vie des femmes. Nous n'avons pas fait de mode d'emploi pour la vie des hommes. Ils n'ont pas à intervenir dans la vie des femmes. Une femme, elle a une liberté totale, pleine et entière de son corps, du rapport au sexe, de son travail, de sa liberté, du rapport à ses parents, etc. Et ça, et je pense que c'est la volonté, la puissante volonté des femmes qui sont supérieurement en nombre aux hommes, et c'est cette espèce de char de femmes qui déverseraient leur envie d'être libres, qui obligerait les hommes finalement à rester là où ils sont, c'est-à-dire des êtres humains au même titre que les femmes. Mais il y a encore trop de femmes. Alors il y a celles, les pauvres, qui ne peuvent pas, et je les comprends parce que il y a le péril de leur vie, etc. Mais il y a toutes ces femmes dans les pays libres qui continuent la soumission par transmission, par confort, par aussi le masculinisme dont elles jouissent parce qu'elles sont dans des phénomènes psychologiques qui sont, d'arrière-garde. Donc il y a ça, la liberté, ça fait peur. Ça fait très peur. Vous dites à une femme, tu es libre, tu es libre d'avoir autant d'amants que tu veux. Et alors, qui a décrété qu'une femme qui avait autant d'amants que les hommes serait quelqu'un qui serait pas bien, si ce n'est les hommes? Donc à partir du moment où on vit sans le miroir des hommes, en jetant le mode d'emploi des hommes, on devient des êtres libres, et du coup on n'a plus besoin de mener de guerre contre les hommes. Parce qu'en fait, demander l'égalité, c'est affirmer, en tout cas c'est acter l'idée qu'elle n'existe pas. Il n'y a plus d'égalité à demander, il faut l'acter. Il faut l'acter par la façon dont on vit. Et moi je trouve que le combat féministe, ce n'est pas ça, ce n'est pas quémander que les femmes deviennent pilotes, quémander que les femmes... Non, il faut déjà être libre. Et pour être libre, il faut déjà accepter de prendre les risques, de s'affronter, ou en tout cas de s'affranchir des hommes, et puis d'aller sur leur terrain sans même leur demander est-ce que je peux avoir l'égalité, parce que ça c'est quand même hallucinant. Moi je vois pas pourquoi on demande aux hommes. Moi j'ai jamais demandé à un homme est-ce que tu peux me laisser ta place. Elle allait de soi. Et ça, psychologiquement, c'est hyper important. Et ça, c'est le combat qui n'existe pas, en fait. On n'a que des combats. Nous demandons l'égalité. Moi, je ne demande pas l'égalité, je la prends. Elle est innée, elle est en moi. Je fais ce que je veux. Et ça, c'était dans ma tête depuis toujours. Je ne me suis jamais posé la question. Et je pense que déjà, de se poser la question, c'est donner du pouvoir aux hommes qui détiennent la réponse. Oui, nous allons vous donner l'égalité. Ah bon, comment? Alors, on va vous autoriser à être pilote d'avion. Oh, bah, c'est un gros progrès. Et puis, pour arriver à l'égalité salariale, on va vous augmenter de 10%. Il restera un écart de 20%, mais c'est déjà pas mal, etc., etc. Et je pense que le combat, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où, alors, Zora? Le combat, il est là. Il est dans la conscientisation et dans la liberté individuelle, dans le risque qu'on doit prendre. C'est-à-dire expliquer aux gens, mais regarde, si tu deviens libre, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? De ne pas te marier, de ne pas avoir d'enfants, de quitter ta famille, de changer de boulot. Qu'est-ce que tu risques? En fait, c'est toi qui t'interdis les choses.
C'est toi qui refuses d'être autre chose qu'une femme ou un homme. T'es un être humain et donc t'as des désirs. Donc le combat, c'est celui-là. Et quand tout le monde aura, j'allais dire, fait ce chemin, bah forcément, il y a moins de frustration, il y a moins de jalousie, il y a moins d'envie, on envie moins les autres, on a moins envie de devenir quelqu'un qu'on n'est pas, on est bien. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais s'il y avait un combat à mener, avec tous les intellectuels qu'on a et les féministes qu'on a autour de nous, qui sont dans des futilités, mais absolument inutiles, et qui sont pas dans le débat principal, qui est rendons libres les gens, dépouillons-les de dogmes, de traditions, de peur du qu'en dira-t-on, dépouillons-les de plein de choses qui font que finalement ils sont en prison. Et une fois qu'on aura fait ça, ça veut pas dire qu'on va empêcher les gens de croire, on va pas empêcher les gens d'être spirituels, d'avoir du sacré autour d'eux, des croyances, mais n'empêche qu'on aura des gens plus libres, donc des gens moins violents, et puis des gens qui cherchent pas justement l'affrontement avec des gens qui leur ressemblent pas. Puisqu'être libre, c'est aussi accepter que l'autre ne vit pas comme nous, c'est aussi accepter que l'autre est différent, c'est aussi accepter que l'autre a d'autres codes sociaux. Un exemple, une femme qui est libre, un homme qui est libre, il voit aucun mal à ce qu'une femme ne se marie pas, ait des amants, etc., etc. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où les gens sont pas libres, ils sont tous formatés, ils sont tous dans des espèces de petits tiroirs étriqués où on leur a mis un mode d'emploi et chacun le sien, et chaque mode d'emploi fait de vous un prisonnier de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc il faut dépouiller les gens de choses qu'ils considèrent ne pas leur appartenir. Maintenant, si les gens disent oui, mais moi, ma religion, c'est important, ça fait partie de moi. Très bien, mais ta religion aussi, elle doit aussi te rendre libre dans la façon dont tu te comportes avec les autres. Tes codes sociaux à toi ne sont pas les codes sociaux aux autres, et ton sacré n'est pas le sacré des autres. Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait que le combat pour l'égalité femmes-hommes et le combat de l'individu, c'est celui-là, c'est l'esprit critique. Mais enfin bon, c'est un long chemin, mais en tout cas c'est une piste. Tu parles d'accomplissement et de désir. Quels sont les rêves qu'il te reste à décrocher ? Oh bah, je sais pas si le Père Noël il est dans le coin, mais c'est peut-être le moment d'y aller. J'aurais pu dire Dieu, mais non, j'ai dit Père Noël, comme quoi. Hein, je crois plus peut-être au Père Noël aujourd'hui. Non, alors bon, le rêve le plus, on va dire, le plus simple, ce serait, oui, de monter sur les planches bientôt, d'aller faire le clown, parce que je suis un clown, en vérité, et que j'adore rire, et que je suis quelqu'un qui a des punchlines drôles, et voilà, et j'ai envie de raconter une vie, de raconter une société, au travers d'un parcours, et ça me ferait vraiment kiffer, et voilà, ça. Et puis, j'ai pas d'autre rêve que de voir mes petits-enfants grandir, de continuer à partager avec eux tant de bons moments, d'amour, j'ai 5 petits-enfants, donc ils sont extraordinaires. Il y a une ado qui commence à grandir, donc je la vois un peu moins souvent, donc je m'inquiète. T'aimes plus ta mamie, pourquoi tu viens plus? Non, mais c'est juste une ado, on t'explique. On t'explique, c'est juste une ado, donc je prends la mamie. Alors je profite des petits qui me cassent les pieds, mais voilà. Non, moi mon bonheur, il est tout simple, c'est ça, c'est la vie, c'est la vie en tribu, c'est de voyager avec eux, c'est de nous engueuler, c'est de nous marrer, et puis de continuer à être utile dans la société. Mais je pense que ce spectacle va être utile, parce que voilà, j'ai encore plein de choses à dire. J'ai pas encore tout dit, donc il faut que j'en garde un petit peu pour la suite. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années ? Une bonne santé, plein de santé pour continuer d'être vivante, en fait, mais vivante dans tous les sens du terme, quoi. Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu. À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle.
demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. Charles Baudelaire, Le spleen de Paris. Merci Zora. Merci à toi Nadia.